Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maury Agua, amis téléspectateurs, amis internautes de DMTV, bonjour. Alors, déjà, pour les arrêts du BPC, il a été annoncé qu'il y aura de l'orage et puis 3 jours de pluie. Dites-nous ce qui se passe hors du studio. Non, je crois qu'il n'y a pas de pluie. J'ai quitté Calavier pour venir ici ce matin, je n'ai pas vu de pluie sur la voie. Et je crois que s'il y avait de pluie, certainement, on aurait senti peut-être les éclairs du tonnerre dans les environs de Abomey, Calavier et autres. Donc, jusque-là, rien. Je crois qu'il y a un soleil. Le soleil s'est bien levé. Qui vous tape, qui vous a bien tapé dans les yeux d'ailleurs. J'ai eu même mal aux yeux en venant ici. Et donc, je crois que pour le moment, peut-être que c'est ce que la météo prévoit. Et cela suppose que si, par exemple, le journal en parle, il va falloir que les parents de candidats prennent les dispositions, notamment pour ne pas être surpris. Parce que quand on parle d'orage, c'est beaucoup de dégâts. C'est un vent violent, c'est des cases, des arbres qui tombent, et c'est peut-être des toitures qui sont enlevées, tout ça là. Donc, il va falloir que les parents de candidats ne prennent pas cela à la légère, se préparent pour contrer notamment cette situation, si éventuellement ça arrivait. Et les candidats du BPC composent, vous avez à leur souhaiter bonne chance? Oui, on souhaitera bonne chance à tous les candidats, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les candidats, même aussi les candidats qui sont frappés d'un handicap, qui aussi composent. Bonne chance à ces candidats aussi. Et souhaiter que les parents soient beaucoup plus disponibles ces 3 jours pour les candidats. Le dernier jour, le jour fatidique pour le BPC, c'est le mercredi, les mathématiques. Et donc, il va falloir faire en sorte que les enfants soient dans la quiétude, dans la paix. Et même s'il y a des problèmes dans vos familles, faites l'effort de passer à côté des problèmes pour que les enfants puissent composer dans la quiétude. Et les surveillants aussi, si quelqu'un a une mauvaise humeur de sa maison, que cette personne arrive à gérer l'humeur pour ne pas déverser ça sur les candidats. Et qui est aussi un peu comment vous appelez, Non, en fait, le mot m'échappe. C'est-à-dire que les chefs centres et autres là essaient d'être aussi tolérants, compréhensifs. Plus de tolérance. Plus de tolérance. Je ne dis pas qu'il faut accepter un candidat qui vient à 8h50 alors que la commission commence à 8h. Une année, c'est pas facile pour un parent d'élève de mettre beaucoup de moyens et que les enfants soient peut-être en difficulté après du fait d'un retard ou autre. Donc les parents doivent prendre les décisions, mais que les chefs centraux... Même un candidat qui vient en retard, on peut voir dedans. Il va expliquer les raisons. Justement, c'est aussi possible. Donc il va falloir mettre tout ça dans la balance pour voir comment aider les candidats. On souhaite bonne chance à tous les candidats. Et vivement que le taux d'admissibilité cette année soit élevé parce qu'on n'a pas connu de grève. Et tout est allé pour le mieux. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes dans l'enseignement, pour lesquels problèmes n'ont pas été entièrement réglés. J'ai pu rencontrer des responsables des directions de collèges, directeurs d'écoles primaires, qui m'ont listé, par exemple, des problèmes de l'éducation béninoise, notamment l'enseignement public aujourd'hui. Et il va falloir aussi tirer un coup de chapeau à ces enseignants qui, malgré tout, malgré les besoins qui n'ont pas été satisfaits, ont pu faire le dernier meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse finir l'année en beauté. Et donc, bonne chance à tous. Très bien. On va commencer par le Nigeria ou bien on va commencer par le Bénin? Peu importe. D'accord. Bon, commençons par le Nigeria et traversons la frontière pour venir au Bénin. Alors, nous irons directement au Nigeria avec le Béninois libéré qui nous parle d'un titre quand même évocateur. Bola Tinubu se venge-t-il de Godwin Emefiele? C'est comme ça que ça se prononce? C'est bien ça. Voilà, je crois que c'est le gouverneur de la Banque centrale nigérienne. Que se passe-t-il, Laurent? La Banque centrale nigérienne, en anglais, CBN, Central Bank of Nigeria. Donc, il faut préciser que oui, ça a pu être une vengeance, tout comme parce que en politique, malheureusement, en Afrique. Oui, je vous explique parce qu'en Afrique, souvent, quand il y a un problème, on a tout fait de dire que c'est un règlement de compte. En fait, Godwin Emefiele, qui est gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, avait voulu être président de la République du Nigeria aussi. Ah bon? Oui, il était dans la course d'ailleurs dès les premières heures pour les primaires et autres là, pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Mais malheureusement, Bola Tinubu a pris le dessus. Mais déjà, dans la période, il y avait des problèmes. Et puis, Bola Tinubu avait demandé
Buhari, l'ancien président, de suspendre le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. Ce que Buhari n'a pas fait. Parce que entre Buhari et Godwin, ça se passait très bien. Mais au détour, en tout cas après l'élection de Godwin, il se fait que des problèmes ont été constatés. Parce qu'aujourd'hui, il a été arrêté, il faut préciser. Après l'élection de Tinubu, vous voulez dire? Oui, après l'élection maintenant, d'abord il a été suspendu d'abord par Tinubu. Après, il a été arrêté. Et il faut préciser qu'il a été arrêté par ce qu'ils appellent la DSS, c'est-à-dire que la State Security Service. C'est je dirais, une force spéciale qui s'occupe d'interpeller les gouvernants qui tombent dans des situations où parfois, quand il y a un problème de sécurité nationale, ce sont ces personnes-là qui viennent vous chercher. Et donc, la State Security Service reproche 10 choses à Godwin et Emefiele. Je vais rapidement les lister parce que j'ai pu lire au niveau, un média écrit hier que oui, qu'il aurait fait une transaction de 350 millions de dollars sur le compte de Dangote à Dubaï. Mais au-delà de ça, c'est qu'on lui reproche d'abord, première chose, financement d'hommes armés inconnus et avec l'argent qu'il a collecté pour sa candidature ratée à la présidence l'année dernière et avec des fonds détournés des caisses de l'État. Première chose qu'on lui reproche. Deuxième chose, c'est qu'on lui reproche une mauvaise gestion du programme d'investissement social du Nigeria. Et troisième chose, on lui reproche des crimes économiques illégaux ayant une incidence sur la sécurité nationale. Quatrième chose, on lui reproche des blanchiments d'argent, parce que notamment c'est à ce niveau qu'il y a un problème, parce que quand on dit qu'il aurait envoyé 350 millions de dollars sur le compte, parce qu'il y avait une transaction qui avait été faite de 1000 millions de dollars, en tout cas, sur le compte de la CBN, Banque centrale Nigeria. Et puis quelques jours après, on a vu qu'il y a une transaction de 350 millions de dollars qui sont allés sur le compte de Dangote à Dubaï. Et les gens estiment que là, c'est un blanchiment d'argent, c'est tellement qu'il y a une activité de blanchiment d'argent. Cinquième chose, on lui reproche une activité malsaine par personne interposée. On lui reproche en sixième point, manœuvre de contournement, c'est-à-dire qu'il y a des manœuvres, on met l'argent, on veut utiliser l'argent pour d'autres fins, mais on passe par d'autres activités, autant de choses. Octroi d'avantages financiers à soi-même et à d'autres personnes. Huitième chose, on lui reproche une menace pour la sécurité nationale. Neuvième chose, on lui reproche association de malfaiteurs en vue de détourner des ressources publiques. Et en dixième position, on lui reproche le financement du terrorisme. Il faut préciser qu'après sa candidature ratée, on a eu des actes de violence dans certaines régions du Nigeria. On estime que Godwin Emefiele était à la base et c'est lui qui aurait financé ces activités. Et donc aujourd'hui, il est arrêté et il devra répondre de ses chefs d'accusation, laver son honneur, ou alors s'il y a des preuves établies, c'est qu'il sera inculpé et condamné. Donc c'est un peu la situation qu'on lui reproche aujourd'hui. Et moi, peut-on parler de règlement de compte alors? Non, au regard de tout ce que vous venez si les faits sont établis, on ne saurait parler de règlement de compte, malheureusement. C'est-à-dire que parfois, quand vous êtes acteur politique à un niveau donné, vous devez faire très attention à là où vous mettez les pas et ce que vous faites prenez comme décision. Et tout ce que vous faites peut vous rattraper. Ça peut vous rattraper. Donc aujourd'hui, si dans l'autre des cas, dans les 10 choses qu'on lui reproche, il y a au moins 2 qui sont prouvées, mais une seule chose qui est prouvée, déjà, on ne parlera pas du règlement de compte. Parce qu'au-delà de tout, oui, il a été challenger, disons-le comme ça, de l'actuel président. Et il avait été d'ailleurs même une menace pour l'actuel, puisqu'on parle quand même du gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. Et on parlait d'un gouverneur d'un État. Et donc, ce n'est pas la même chose. Lui qui avait la chance de gérer en tout cas toute la masse financière du Nigeria. Et donc, il avait certainement de l'avance peut-être par rapport à Bola Tinubu. N'eût été la popularité de Bola Tinubu, il ne serait pas président. Et donc, dans ces conditions, il avait l'obligation de faire attention. Et d'ailleurs, même si on ne lui reproche pas ces choses, en fait, il devait aussi comprendre que son poste était en jeu dès lors que Bola Tinubu est élu, parce qu'il a combattu Bola Tinubu ouvertement, il ne l'a pas caché. Et malheureusement, c'est Bola Tinubu qui le prenait comme challenger qui a pris le dessus. Très bien. On va alors revenir au Bénin maintenant pour aller à la une du quotidien Le Potentiel. Le Potentiel de ce matin qui met en lumière quand même une affaire dont on parle souvent, l'achat des certificats médicaux qui tue 5 candidats au moins.
vous le savez, il y a eu une phase sportive de recrutement des militaires au Bénin. C'était en fin de semaine dernière. Et puis, on a vu, on a appris, on a vu des images circuler que plusieurs candidats sont donc décédés. Et puis, le journal dit qu'il va falloir, bien sûr, que des dispositions soient prises par l'État afin d'éviter les faux certificats. Laurent Goulanton-Niquez. Alors, je voudrais, pour répondre à votre question, d'abord remercier un docteur, un médecin que j'ai connu en 2006 quand j'allais au bac, qui m'a sauvé la vie. Ça, il faut l'avouer. Il m'a sauvé la vie parce que, en réalité, je ne devais pas faire le sport. Parce qu'au BPC, je n'avais pas fait le sport. J'étais dispensé parce que je souffrais d'un mal qui ne me permettait pas de faire le sport. Et en terminale, quand je devais aller au bac, j'ai pu négocier parce que je me disais, est-ce que j'étais sûr de passer ou pas? Et il se fait que j'ai dû négocier pour avoir la visite médicale, qu'on m'arrange ça pour dire que je peux faire le sport, pour dire que j'étais apte pour faire le sport. Et quand je suis rentré, je l'ai vu, et il m'a dit, je disais à son épouse et ses enfants que moi j'ai déjà arrangé ça, et j'irai faire le sport au bac. Et il m'a dit, je viens d'entendre quoi là? J'ai dit, mais je vais lui dire, ça ne se passera pas chez moi. Tu retournes voir le médecin, tu lui dis la vérité, et tu ne fais pas le sport. Très bien. Ce docteur, j'appelle son nom, c'est docteur Jules Agloboué, qui a travaillé à Onibolo. Beaucoup de personnes dans la région doivent le connaître. Et au passage, merci à son épouse aussi à l'époque, parce que c'est à son épouse que je parlais, Madame Marie-Claire Innocentia Agbaguedi. Et donc, pour vous dire quoi, ces personnes m'ont sauvé la vie parce que, à un moment donné, j'ai voulu truquer la visite médicale pour dire que je suis apte pour le sport. Parce que vous aviez envie de faire le sport, c'est ça votre problème? J'avais envie de faire le sport parce que je me disais, si entre-temps je composais et que ma note ne suffisait pas, le sport pouvait être admissible pour faire le sport pour combler. Mais eux, ils m'ont dit, attention, tu mets ta vie en danger, va prendre tes cahiers, étudie bien, apprends bien tes cours, tu vas réussir sans le sport. Et réellement, je n'ai pas fait le sport. J'ai été admis au bac sans pouvoir faire l'oral, tout ça. Il a dit que... Vous êtes passé à la première partie. Première partie. Donc, excusez, pour dire quoi? Il ne sert à rien de prendre des risques pour sa vie. Des gens savent bien qu'ils ne peuvent pas faire 8 km de course. Mais parce qu'on a dit concours militaire, excusez, on veut prendre beaucoup de personnes, se sont permis d'aller déposer un dossier. Et d'ailleurs, et c'est là le problème, on doit pouvoir rechercher ces personnes, ces médecins. Parce que si entre-temps, c'est établi que ces enfants, ces Béninois qui sont morts, en réalité, ils ne devaient pas faire le sport, ils avaient des antécédents sanitaires et que les médecins qui ont fait la visite médicale n'ont pas pu détecter ça ou bien ont dû faire de la combine pour permettre à ces enfants de faire sport, je crois qu'il va falloir les interpeller. Et les gens doivent pouvoir suffisamment comprendre que quand vous ne pouvez pas, c'est que vous ne pouvez pas. Il ne sert à rien de risquer sa vie pour je ne sais quoi. J'ai vu des jeunes, il y a un jeune qui serait du Koufo, qui est décédé, appelé Marc, j'ai vu sa photo, davantage circuler plus par rapport aux autres qui sont décédés. J'ai vu ses amis autour de son cercueil. C'est de la peine. Il a été déjà inhumé. Oui, c'est de la peine pour les parents. C'est de la peine pour les parents de voir que, oui, son enfant va pour un concours pour réussir, mais malheureusement, on doit ramener son corps. Malheureusement, il réussit à la mort. Et j'ai eu un autre témoignage hier, c'est qu'il y a un autre, il a fait 5 km et il est tombé. Il était évanoui du côté d'Alada et autres. Donc, il y a beaucoup de cas. Et à un moment donné, il ne faut pas vouloir forcer les choses. Essayez de voir vos aptitudes. Si vous ne pouvez pas, calmez-vous, pensez à autre chose. C'est tout simple. Moi, je n'ai pas fait le sport au BPC, je n'ai pas fait le sport au bac. Mais je suis admis une seule fois, je ne suis pas allé à un examen 2 fois. Et donc, pour dire quoi? Bon, pas un examen, au BPC bac, pas 2 fois. En dehors de ma... Il faut que les gens arrêtent de négocier avec les médecins, les certificats. Et il faut qu'eux aussi, ils fassent leur travail. Ils ont prêté serment. Et à un moment donné, ils savent que lorsqu'on demande un bilan de santé et que la personne n'est pas apte, le sport, ce n'est pas de l'amusement. Et parcourir 7 km en 26 minutes pour être sélectionné, ce n'est pas de l'amusement. Et aussi, on a vu des vidéos où c'est des dames qui sont en train de réanimer en quelque sorte en soufflant de l'air sur des candidats qui sont tombés. Je me suis demandé où se trouvait la sécurité ou du moins l'urgence pour les médecins. Normalement, on aurait pu avoir sur ces sites-là
les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, là, parce que c'est leur boulot pour secourir. Est-ce que ça ne pose pas un problème de l'organisation? Voilà, peut-être que s'il y avait les sapeurs-pompiers à temps ou la Croix-Rouge à temps, certainement que ceux qui sont décédés ne seraient pas passés de vie à trépas. Peut-être. On aurait pu les réanimer certains, pourquoi pas. Vous voyez, donc peut-être cette absence de premier secours a facilité ou bien... Pourtant, il paraît qu'il y avait des sapeurs-pompiers, mais peut-être pas en nombre suffisant. Oui, il y a le nombre suffisant, il y a aussi la proactivité. S'ils ne sont pas proactifs, je suis désolé. C'est-à-dire que regardez la foule qu'on a pu voir. Pour les images que j'ai pu voir d'Alada, regardez la foule là. Ils ne peuvent pas. Ils sont peut-être que c'est un véhicule de sapeurs-pompiers peut-être pour toute cette multitude, cette masse de personnes. Donc, quand on regarde tout ça, qu'est-ce que les sapeurs-pompiers aussi peuvent faire? Maintenant, même si les sapeurs-pompiers venaient, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de premier secours, de réanimation? Là aussi, that is the question. Est-ce qu'ils ont véritablement ça? Donc, est-ce que les sapeurs-pompiers aussi, en venant, ne vont pas verser de l'eau sur les candidats, comme on a pu le voir? C'est l'eau qui réveille d'abord, oui. Vous voyez, c'est ce que vous dites. Alors qu'en réalité, dans la pratique, ce n'est pas l'eau. C'est pas l'eau, c'est notre manière archaïque de ramener les gens à la vie, de les sauver. Mais il y a un certain nombre de prédictions, il y a un certain nombre de techniques pour ramener les gens à la vie. Donc malheureusement, est-ce que les gens aussi ont de l'oxygène disponible? Est-ce qu'ils ont un certain nombre de choses dans leur véhicule pour rapidement sauver les gens? Autant de choses. Je crois que les prochaines fois... Et cela pose alors un problème de meilleure organisation de ces concours. On me dira que les gens veulent aller au concours militaire, donc on n'a pas besoin de s'oxygéner pour autant. Mais pourtant, on a besoin de s'oxygéner parce que quand vous passez le concours, c'est qu'il y a des admis, il y a des gens qui échouent. D'ailleurs, la grande masse va échouer. J'ai pu voir une vidéo d'un jeune d'Alada qui disait que lui va courir de tel carrefour à tel carrefour pour combien de minutes et pourquoi. Et qu'après, c'est pour dire qu'on veut prendre 26 personnes ou 800 personnes. Que lui ne veut plus. Il avait fait une vidéo, il dit non, que lui démissionne, il a laissé, il est rentré. Quand il a regardé la foule, il a regardé tout ça là, il a regardé. Moi j'ai pu voir cette dernière semaine beaucoup de jeunes faire le tronçon à Kassato, rue Kérékou, sortir vers Conville là-bas, aller à Port-Arville sous le soleil. J'avais de la peine pour eux. C'est vrai que dans la vie, il faut se battre, mais je me dis, où en sommes-nous, où les gens doivent pouvoir faire tout ça et puis finalement aussi encore échouer sous le soleil. C'est difficile. Mais bon, ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, bonne chance à eux. Et aussi, s'il y en a qui constituent, il y a encore d'autres qui doivent aller, c'est pas encore fini, je crois qu'il y a, ils doivent encore continuer dans d'autres départements. J'ai de la peine pour ceux candidats qui devaient aller composer, je crois, à Saint-Rénan, je sais quoi, mais en fait, malheureusement, est allé courir à Covey. Pourquoi? Quand il a fait l'erreur. Il avait fini de courir, il était parmi les meilleurs à sélectionner. Et il va là-bas et on se rend compte qu'il ne devait pas courir, il devait aller courir dans une autre commune. Malheureusement. Oui, c'est ça, malheureusement. Et puis il a quitté là. On lui a dit, il peut plus. Parce qu'il n'est pas sur cette liste-là, dans cette commune. Et donc, il a dû... Il a couru, si on avait un système performant, je pense qu'on devait... Quand vous finissez de courir, vous finissez la course, quand on sélectionne, on vous prend par ordre et vous donnez vos pièces et on regarde sur la liste, on contrôle. D'accord. Voilà, donc lui, il a couru, et puis il a été, je crois, parmi les meilleurs 5e ou 6e, je ne sais pas. Mais il devait être sélectionné et il se rend compte que ce n'est pas là qu'il devait courir. Maintenant, la prochaine étape, il devait aller dans la commune, il devait courir. Là-bas, il a commencé la course. Il a fait à peine 5 km, il ne pouvait plus. Il est fatigué. Parce qu'il avait tout donné. Il avait tout donné de l'autre côté. C'est le même jour qu'il allait courir encore. Non, un autre jour. Donc, pour vous dire quoi, il y a de ces situations malheureuses. Mais c'est là, moi je pense que, quand mon frère me racontait déjà, il dit, mais il faut lui dire simplement que s'il n'a pas sa mission là-bas. C'est tout simple. C'est vrai. Il n'y avait pas de débat. Il aurait pu passer maintenant et après, c'est dans les efforts physiques, au camp, à la formation. Moi, qu'il allait passer. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que les jeunes font beaucoup d'efforts aujourd'hui. Je demanderai au gouvernement de voir comment, de bien voir le traitement salarial. C'est vrai qu'on veut ces jeunes-là pour renforcer l'équipe qui existe déjà, notamment pour aller contre les assauts des djihadistes, terroristes et autres. Mais il va falloir mettre le pactole, c'est-à-dire bien les traiter, bien les traiter, bien les traiter. C'est très important. Et aussi prévoir les conditions de prise en charge de leur famille et eux-mêmes au cas où, bon,
Oui, tout ça, je crois que le gouvernement doit pouvoir continuer sur cette lancée, je ne le dirai jamais assez. Il va falloir réfléchir sur la prise en charge des familles, des personnes qui sont décédées au front. C'est très important. C'est très important. Et puis, à la une du quotidien La Nation, le journal nous informe que nos représentants à l'Assemblée nationale vont désigner aussi les 6 représentants du Parlement, c'est-à-dire que du Parlement de la Haute Cour de justice, pardon, de la Haute Cour à la Haute Cour de justice. 6 personnes, donc 6 représentants, iront désormais, on va les connaître en ce qui concerne la Haute Cour de justice. Vous avez quelque chose à dire? Non, je crois que sur la question, il va falloir rappeler aux députés de la mouvance présidentielle et au pouvoir en place que cette voracité ou cette avidité à tout prendre. On a pu voir comment est-ce que le positionnement au niveau des instances sous-régionales, le positionnement a été fait. On a pu voir comment est-ce que les désignations ont été faites pour la Cour constitutionnelle, où il n'y a pas de représentants du Parti les démocrates, quand bien même ils sont représentés valablement à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et puis, ce que je veux dire, c'est que la Haute Cour de justice, il y a 6 personnes à envoyer. Et donc, le Parlement ferait mieux, cette fois-ci, par honneur pour eux-mêmes, notamment la majorité, d'envoyer, ne serait-ce que même si c'est un représentant de l'opposition. Il ne sert à rien de vouloir de montrer que parce que nous sommes en force, nous roulons en force et nous prenons tout en force. Non, ils sont tous béninois, ils ont tous été envoyés par les populations béninoises. Et ce qui revient de droit pour le peuple béninois, c'est que tous ceux qui représentent le peuple béninois doivent pouvoir se retrouver là-dedans. Donc, c'est à cela que j'appelle les députés de la mouvance. Ils l'ont fait pour la Cour constitutionnelle, malheureusement, ça passe et puis c'est consommé, je suis tenté de dire. Mais pour la Haute Cour de justice, les gens les observent. Et à trop vouloir tout contrôler, les gens prendront les responsabilités le moment opportun. Et donc, c'est à eux de faire attention. Très bien. On va finir par Matin Libre. Il va nous l'afficher, bien sûr, Akilas Yarigo va nous afficher le journal pour que je puisse. Merci Akilas. Il s'est accroché jusqu'à la fin, malgré les signes avant-coureurs. Oui, Aurélien Abenossi il y a eu des reproches qui lui ont été faits, il y a eu des dénonciations, un certain nombre de choses. On a amputé son ministère de la coopération, qui est le volet essentiel de son ministère d'ailleurs. Et donc, en tant que bon cas technocrate ou technicien, il devait en réalité déposer le tablier et partir. Donc, attendre jusqu'à ce qu'on parle de limogeage, quelque part, quand on suit son discours de passation de charge, oui, il a pu lister ce qu'il a pu avoir comme résultat à la tête de la diplomatie, sans pour autant assumer un certain nombre de choses. En fait, discrètement ou bien de façon stratégique, il n'a pas voulu assumer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, je crois qu'il doit cesser de jouer la victime, je l'ai toujours dit. Et il s'est accroché jusqu'à la fin, et donc s'il y a un problème, si on lui envoie des déchets sur la tête, il doit pouvoir les accepter sportivement et trouver les moyens de se purifier ou bien de se rendre propre dans certaines mesures. C'est de la peine que de voir que des cadres à des positions données n'assument pas leur choix et ne font pas véritablement face aux situations et après viennent jouer les malheureux ou les victimes. À un moment donné, il faut que les cadres béninois aient le courage de dire non, j'évolue pas comme ça, je dépose le tablier pour leur honneur, plutôt que de rester là à faire le béni oui et après venir nous jouer les malheureux ou les victimes. Voilà, c'est clair, c'est bien entendu, Laurent Roland. Tonnerre Caisse, on démarre une nouvelle semaine, peut-être les gens s'interrogent, mais pourquoi moi? Pourquoi non, je sais que les gens vont te poser la question. Il faut préciser que Ahmed est parti en congé pour quelques jours. Et donc, on espère qu'il nous reviendra plus fort
qu'avant. Plus fort. Et après le jeu est parti aussi. Plus fort et plus élancé. Après le jeu, oui, non, il ne peut plus être élancé. C'est fini ça. Parce que s'il passe des congés à se reposer, à bien manger, à se promener, à prendre du bon vent, il pourrait encore pousser en taille, on ne sait jamais. Non, c'est pas évident. Je suis désolé pour lui. Hein, je ne suis pas méchant, Ahmed. En fait, c'est ça. Bouclé. C'est fini, quoi. C'est consommé. Non, je crois qu'il faut se reposer. Hein, moi-même, depuis un moment, j'ai besoin de repos. Et je crois que Dentif m'accordera ce repos. Non. Non, je sais que dans les coulisses, je demande depuis un moment, on me dit je ne peux pas partir en congé. Je pense que non. Je pense que non. Je finirai pas partir par force. Bon, il faut en plus avant. D'accord, vous allez défier l'administration. Ces dernières semaines, je suis assez éprouvé, assez fatigué. Ouais. Donc, je l'ai dit encore ce matin à mon épouse, il me faut quitter, me reposer pour une semaine. Je crois que je le veux. Si ce n'est qu'une semaine, alors on peut vous l'accorder. Mais plus que ça, on ne peut pas. J'ai demandé aussi aux téléspectateurs de nous accorder cette indulgence parce qu'en fait, on travaille pour vivre. Hein. Oui, c'est vrai. On ne vit pas que pour le travail. Il faut se reposer. Il faut se reposer. Je suis d'accord avec vous, alors qu'il sonne. Donc, vous allez être mon avocat chez les rédacteurs. Oui, absolument. J'ai compris. C'est une semaine seulement. Même si on vous donne 16 jours, vous allez prendre. Bon. Ah, c'est passé à 2 alors. Alors qu'il sonne 8h39 dans tout le Bénin. Nous sommes de cœur avec tous ces candidats qui ont déjà démarré certainement la composition. Ils ont commencé par écrire sur du papier blanc et que Dieu les accompagne. Je me rappelle ces moments-là où j'ai composé aussi le BPC et tout. Je pense que il faut féliciter. Ce matin, j'ai vu des enfants, ça dit c'est des petits-enfants. Ouais. En notre temps, c'était quand même des gens un peu plus mûrs. Mais aujourd'hui, c'est des petits-enfants. Un peu mature. Moi, je crois que j'ai composé en 2003 à Alada. Je crois que j'avais déjà 19 ans. Ah, il y a 19 ans. Ouais, il y a 19 ans. Et je me rappelle aussi à Alada. Et puis j'avais même laissé les cours pendant 3 mois parce que j'avais un souci de prise en charge à Alada. J'ai dû quitter pour venir rester chez nous pendant 3 mois. Et je n'allais plus au cours. Et donc après ça, je suis allé composer. Et je voudrais au passage dire merci à ce professeur qui peut-être, en voulant me décourager, en fait, m'a fait encourager. C'est mon professeur de mathématiques et qui m'a dit, mais toi, tu réussis, je vais attendre ce jour-là pour voir. Ah bon? Et oui, je lui avais aussi lancé un défi parce que je ne travaille pas en mathématiques. Et il m'a proprement, il dit à ses camarades, il disait à mes camarades, il ne peut pas réussir. Wow. Et je lui disais, même si j'ai 1 en maths, je passerai. Mais j'avoue que j'ai eu 4 en maths, 4 en physique et je suis passé. Ah ouais. Mais en fait, c'est peut-être l'occasion pour parler à certains professeurs, certains enseignants. N'essayez pas de décourager les enfants, peut-être, qui font du sport. Moi, j'ai mon problème en mathématiques a commencé en 6e. C'est-à-dire que j'ai fait un devoir, j'ai eu 13 de moyenne, le professeur m'a envoyé au tableau, je faisais le truc, j'étais un peu timide, le professeur m'a dit, comment tu as fait pour avoir 13 dans ma matière? Tricheur. Ça t'a découragé? Ça m'a déstabilisé depuis ce jour-là. Mes camarades, si vous les connaissez, ils vont vous témoigner, je leur dis, plus jamais mathématiques, je me prendrai au sérieux, mais je passerai chaque fois pour leur prouver que sans leur matière, il va passer. Malheureusement, je prenais une mauvaise décision qui engageait ma vie. Mais j'ai fait ça. En 4e, j'ai dit 4 en maths, 4 en physique, je suis passé au BPC. En terminale, j'ai eu 2 en mathématiques. Moi, vous me l'avez dit, 2 en mathématiques. 2 en mathématiques au bac, j'ai eu mon bac. Mais je n'encourage pas les enfants à faire ça, mais j'encourage aussi les enseignants à être assez doux avec les enfants. Parce qu'il y a un enfant peut-être quelque part qui a besoin juste d'une petite motivation pour aller plus loin. Pour aller très loin. Parce que la preuve, c'est qu'en 4e, quand quelqu'un j'ai eu la chance que quelqu'un m'a acheté le livre de physique en 4e, j'ai eu 17 de moyenne en 4e. La classe la plus difficile d'ailleurs. Donc, j'ai eu 17 dans cette matière. Mais en 3e, je suis tombé sur un professeur de sciences physiques qui aussi m'a mal parlé un jour au cours pour dire, mais comment tu as pu faire pour avoir 17 de moyenne en 4e? Et vous avez encore abandonné? J'ai dit, bon écoutez, en 3e maintenant, vous là, je ne fais plus alors c'est pour votre avenir, c'est pas pour justement, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, les enseignants aussi passent à côté de leur mission. Vous devriez être un enfant terrible, hein? Un bad boy, comme on le dit. Hein? Non, pour dire quoi? Pour dire que il y a de ces enseignants qui doivent comprendre que c'est à eux de pousser l'enfant. Même quand l'enfant, vous avez la conviction que l'enfant ne fournit pas beaucoup d'efforts, encouragez l'enfant
à mieux faire, mieux faire, mieux faire. Et l'enfant peut s'en sortir. Un enfant qui est nul en mathématiques peut bizarrement devenir le meilleur. Je connais des enfants qui ne travaillent pas du tout en mathématiques, le BA au cours primaire, mais au secondaire, sont allés faire la série C. Wow. Mais au moment où ils étaient au primaire, on disait qu'ils ne connaissent rien en mathématiques, en calcul, tout ça là. Et on se moquait d'eux. Mais ils sont allés faire la série C au collège. Parce qu'après, ils ont pu renverser la voilà, ils ont le bac C. Donc, il y a ce devoir des enseignants que les enseignants doivent prendre au sérieux, encourager les enfants plutôt que de les décourager. Parce que quand vous découragez un enfant, je me suis retrouvé malheureusement à aller faire la série littéraire, malheureusement, alors que vous auriez pu faire une série scientifique. Parce qu'au départ, mon ambition, c'était de devenir médecin. Donc, j'avais cette ambition. Mais après, j'ai dû changer ma vision parce que j'étais nul en maths physique et puis en biologie. Je ne faisais plus de... Quand on disait science, je disais, ça ne m'intéressait pas. Je vais passer sans eux. C'était un défi en fait. Vous êtes lancé un défi. Et je crois que quand on a donné les résultats, je suis allé... J'ai regardé les résultats, puisque je n'étais pas allé au cours pendant 3 mois, et le professeur était debout, loin, il me regardait. Je suis allé regarder mon nom, j'ai regardé une fois, une seconde fois, la troisième fois, il a commencé à pleurer. Il était là, il me regardait, il m'a dit, c'est quoi? Il est admis ou bien il a échoué? Et on a dit que c'est admis, il dit, c'est pas vrai. Il est venu voir lui-même. Mais j'avais de la peine pour moi parce que je me disais, j'ai lancé un défi en enseignant, mais au fond, je paye les pots cassés parce que j'aurais dû changer. Bon, c'est vrai que c'est la volonté de Dieu. Je ne dirais pas que Dieu n'a pas voulu que je sois journaliste. C'est peut-être que Dieu a voulu que je me retrouve ici et que c'est pour ça que ce défi m'a été lancé. Absolument, absolument. Voilà, mesdames, messieurs, chacun tire la leçon qu'il faut de cette expérience dont nous a parlé tantôt Laurent Roland.